Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Il y a des événements qui marquent au fer rouge. Alors, comment trouver les mots justes pour introduire cet épisode? Aujourd'hui, mon invité a l'immense courage de se confier à mon micro sur la succession d'événements qui ont bouleversé son adolescence. Lorsqu'elle entre au collège, Juliette fait le choix d'une classe sport-études et son corps devient l'objet de regards, de commentaires et de désirs. À 10 ans, le cauchemar commence. Elle devient victime d'hypersexualisation et de harcèlement. S'installent alors durablement les sentiments de solitude, de perversité, de dégoût et de culpabilité jusqu'au coup de grâce. Une agression sexuelle à ses 17 ans. Alors que reste-t-il du corps après l'inexcusable? Comment survivre? Comment guérir? Comment s'autoriser à être vu? Comment composer avec la séduction et l'amour alors que le consentement a été outrepassé? Comment renouer avec ce corps qui a été la source de trop de souffrance? Aussi difficile soit-elle à retracer, Juliette nous confie aujourd'hui son histoire, met en perspective la manière dont elle est devenue femme et comment jour après jour, elle se reconstruit grâce à des ressources et une résilience exceptionnelle. Un grand merci à mon ami Jean-Louis, psychologue spécialiste des violences faites aux femmes, qui m'a aidé à préparer l'interview afin d'être la plus sécurisante pour Juliette et pour vous qui écouterez cet épisode. Je compte sur vous pour que, comme toujours ici, l'épisode soit accueilli avec bienveillance. Alors merci à vous aussi de prendre le temps d'écouter ce témoignage essentiel. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Coucou. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Je suis même honorée, ça fait presque un an qu'on en parle, toutes les deux, de cette interview. On va parler d'un sujet qui n'est pas évident, qui est sensible, qui est intime, qui est un peu tabou aussi. Et je suis très très reconnaissante que tu viennes te confier sur ce sujet-là. Donc d'abord un grand merci pour ce que tu vas nous livrer. Et puis, pour toutes celles qui nous écoutent, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises ton prénom, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as envie de nous dire sur toi. Et puis, quelle est ta relation au corps? Oui. Alors, moi aussi, j'ai à te dire merci. Parce que ça fait, comme tu as dit, plusieurs mois qu'on en parle, même un an, de ce podcast. Tu as attendu que je sois prête pour qu'on le fasse. Donc, merci pour ta bienveillance et de m'accueillir. C'est un honneur pour moi aussi. Non. Alors, je m'appelle Juliette, Juliette Carl sur Instagram. Je suis photographe. Je suis aussi salariée dans une ONG actuellement qui s'appelle CARE. Donc, je vacille entre ces deux métiers que j'aime beaucoup. Oui. Depuis quelques années en photographie, je travaille beaucoup avec le corps et notamment l'acceptation de soi, un soin par l'image, comme beaucoup le disent. Et ces 2 dernières années, j'ai travaillé en secret sur un gros projet, un documentaire que je vais exposer en mars, donc je suis très heureuse. Oui. Chez CARE, c'est une ONG internationale. Je travaille en tant que chargée des partenariats entreprises. Donc, je cherche des financements via des entreprises pour financer nos programmes. Super. Voilà. Donc, 2 métiers très différents. Mais super engagés de part et d'autre. Ça a toujours été un peu ma motivation dans la vie. Oui, ok. Voilà. Et je l'ai dit, j'ai 27 ans. Oui. Et j'habite à Paris depuis 6 ans maintenant. J'ai fait des études de photographie à Lyon. Oui. Donc j'ai fait un petit stop à Lyon et sinon je suis originaire du Vercors au-dessus de Grenoble. Ok, super. Voilà. Et ta relation au corps dans tout ça? Elle est très longue. Oui, mais on a le temps. Ça tombe bien. Ouais. Écoute, là, je pense que ça fait quelques années que ça va très bien. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jours, je suis au top. C'est juste que c'est très bien parce que je fais entièrement confiance à mon corps, on va dire.
Ok. C'est-à-dire que si j'ai faim, je mange. Je me pose pas trop de questions. Si j'ai faim de gras, je mange du gras. Okay. Si j'ai faim plutôt de trucs sains, j'essaye de manger des trucs sains. Ouais. Enfin, des trucs sains, salade, tout ça, quoi. Ouais. J'essaye, j'ai dit, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas souvent facile. Si j'ai envie de dormir, je dors. Bon, comme tu as dû voir, je vacille entre 2 métiers, donc souvent je rentre le soir et je dois travailler après mon boulot, quoi, pour la photo. Et si vraiment je le sens pas, j'essaie de m'écouter, quoi. Okay. Parce que c'est comme ça que je sais que je vais tenir dans la longueur. Si j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Et si, au contraire, je sens que c'est pas la période, c'est avant mes règles ou que je suis fatiguée, j'essaie de m'écouter. Il y a toujours ce mot « j'essaye » parce que, on le sait, c'est pas linéaire. Ouais. Mais ouais, donc franchement, je me sens bien. Voilà. Ça a toujours été le cas d'avoir ce recul Non, pas du tout. Et pas du tout. Alors, on va en parler pendant tout le podcast, mais au final, et c'est toi aussi en en parlant là, cette semaine, qui m'a fait remarquer que finalement, j'ai toujours eu une relation... Enfin, en tout cas, le sujet du corps a toujours fait partie de mon quotidien, même petite. Et en fait, je voulais fuir de ce corps plutôt. Parce que ce corps était aussi un peu la cause de beaucoup de choses qui m'est arrivées. Et du coup, il fallait le fuir ou le maltraiter. Ah, d'accord. Ouais. Pour faire une petite chronologie, je pense que je vais plutôt commencer par l'enfance, où le corps... alors déjà, il faut que tu saches que jusqu'à mes 10 ans, je pense que c'était les meilleures périodes de ma vie, quoi. Vraiment. D'accord, Vraiment. L'enfance, toi, t'as l'enfance, adoré. c'était... Il n'y avait pas de limite au monde, quoi. Si j'avais des rêves, si j'avais des idées, j'allais les faire, quoi. D'accord. Ces idées ou comment je devais les exprimer, c'est souvent grâce au corps. J'étais très sportive très tôt. Ah, d'accord. J'adore utiliser mon corps pour m'exprimer, on va dire, même juste pour faire la folle. Ouais. Enfin, mes parents m'ont toujours dit que dès que j'ai appris à marcher, je grimpais. On m'appelait le petit singe dans ma famille. Et voilà, c'est mon corps qui m'a mené à des dizaines de mètres dans les arbres. Et quand je te disais que j'avais aucune limite, c'est que j'avais pas de peur, en fait. D'accord. Bon, j'en avais sûrement, mais en tout cas, physiquement, là-dessus, j'avais pas de peur. Et en fait, mon corps était vraiment un outil. Enfin, pour moi, le corps, c'était juste comment je pouvais réaliser ce que j'avais en tête. D'accord. Et ça a changé alors ? Ça a changé, ouais. Et alors, ça a changé un peu du jour au lendemain quand je suis arrivée au collège. D'accord. Alors déjà, j'ai décidé, du coup, parce que j'adore toujours le sport, de faire une classe sportive. D'accord. Je faisais beaucoup de ski alpin, j'ai commencé la compétition de ski alpin, et donc du coup, la suite logique était de rentrer en classe sportive. Donc j'avais des horaires aménagés. C'est les classes sport-études, là, voilà, c'est ça ? sport-études. J'avais entre 4 et 5 jours de sport par semaine. D'accord, ah oui. Donc en hiver, l'hiver commençait début décembre jusqu'en avril, c'était ski alpin. Oui. Et le reste du temps, c'était du renforcement musculaire. Ah oui, d'accord. Et du sport co, enfin bref. Mais beaucoup de sport. D'accord. Très tôt. J'ai arrêté tous les autres sports que je faisais, parce que on n'en a pas parlé, mais je faisais du tennis, de la natation, de l'escalade, de la danse. À côté de l'école, ça, hein ? Ouais, en primaire. Ok. Mais là, du coup, je me suis concentrée à fond sur le ski alpin. 4 jours par semaine, ça suffisait peut-être. Ouais, exactement. Et du coup, j'étais ravie de commencer ça. Et ouais, du jour au lendemain, ça a basculé parce que... alors déjà, je me suis retrouvée seule dans cette classe. J'étais la seule de mon école primaire à rentrer en classe sportive. Du coup, je me suis retrouvée un peu seule au monde. J'essaie aussi à cette époque, mes parents ont toujours été absents à cause de leur travail. C'est aussi à cette époque que du coup, on a arrêté avec ma sœur d'aller chez la nourrice, chez qui on dormait et tout. Ma sœur n'était pas très, très présente non plus. Et du coup, j'avais été un peu... Ouais, je me suis retrouvée seule. Et tout ça... à toi-même, très jeune. Ouais. Et je suis arrivée en 6e. Et là, il faut vraiment que tu t'imagines
le film américain, comme je te l'ai dit cette semaine. Il y avait les sportifs, il y avait les musiciens et il y avait les autres. Et du coup, je faisais partie des sportifs. Donc du coup, ceux qui s'autoproclamaient cool. J'adore. Et en fait, très vite, j'ai eu beaucoup de regards sur moi. Et en fait, on m'a mis un peu face au fait que j'avais un physique, en fait. Oui. Et j'ai eu très vite, on va dire que j'ai eu beaucoup... il y a eu beaucoup de garçons qui étaient amoureux de moi, des trucs comme ça. Parce que je faisais un peu partie de la bande de ces sportifs, tout ça. Donc là, j'ai 10 ans, tu vois. Et on parle de mes seins, on parle de mes fesses, on parle de ma beauté, on parle de tout ça, quoi. Attends, mais ton corps à 10 ans, du coup, était formé ou alors, pas du tout. Alors, d'accord. On parlait de mes seins. Les premières remarques qu'on a fait de mes seins, c'était bien sûr la planche à pain, etc. Mais non, j'étais pas formée. Bon, mais en tout cas... Alors, qui t'en parlait, du coup? Tes C'était... camarades ou... Ouais, les camarades. Après, il faut se dire aussi que dans les sports co, là, c'est pas un sport co. Ce que je faisais, c'était du ski alpin, mais on était tout le temps ensemble. On se changeait ensemble l'hiver, entre filles, entre garçons. D'accord, oui. Mais comme mes parents n'étaient pas forcément là pour venir me chercher, je restais souvent à traîner jusqu'au bus, encore se mettre dans le truc. On était dans à la montagne où il y avait vraiment genre un bus le matin à 8h et le soir à 17h. Donc voilà, j'avais souvent ces moments où j'étais seule avec les gens qui pouvaient pas rentrer comme moi. Donc c'est souvent les internes ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, mais ils étaient plus âgés que toi ou non? Il y en avait, c'était mon âge, j'en avais 1 an de plus. Et après, oui, au quotidien, il y avait quand même, au club, il y avait des jeunes, des autres niveaux, quoi, qui étaient plus âgés, quoi, 4-5 ans de plus et tout. C'était aussi l'époque, justement, de MSN, où facilement tu pouvais aller parler aux gens sur MSN. Évidemment. Et ça, c'était plus les personnes plus âgées qui venaient me parler, Qui venaient te parler explicitement de ton corps? Pas forcément de mon... Enfin, si, il y a eu des périodes où il y avait 2-3 personnes qui me disaient clairement, on pourrait faire des trucs ou des trucs... Voilà. Ah, mais attends, mais t'avais quel âge là 12, 13, 14, tu vois. Oui, d'accord. Ouais, et en fait... Mais toi, tu savais ce qu'il voulait dire ou alors, t'avais vraiment, pas du tout, une des claques que j'ai pris quand je suis arrivée en 6e, c'est d'apprendre toutes ces choses-là, quoi. En 6e, ça paraît pas... ouais, en vrai, je sais que maintenant, et je me doute que maintenant, avec Internet, on avait Internet avant, mais avec tous les réseaux sociaux, tu dois aussi apprendre ces choses-là à cette époque. Moi, du coup, c'était plus par les mecs qui me... J'allais dire harceler, on va pas dire harceler, mais en tout cas, qui me draguaient et tout. Je me rappellerai toujours, j'étais en 6e, genre quand ils m'ont expliqué qu'est-ce que c'était de se doiter ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Et j'étais seule à ce moment-là, je traînais avec eux, j'attendais mon bus, enfin... C'est pas... En vrai, je sais pas... Enfin, pour moi, tu vois, ça a toujours été, je dirais pas normal, parce que tu ressens quand... Enfin, en tout cas maintenant, avec la maturité, tu sais quand t'es mal à l'aise, tu sais quand... Et du coup, je remarque que oui, dans ces moments-là, j'étais pas bien. Ouais, tu l'as subi. Mais en même temps, c'était un peu la loi du collège, quoi. Enfin, genre... C'était comme ça que ça se passait. Je me doutais pas que ça se passait pas comme ça pour d'autres personnes. Maintenant, quand je parle avec des amis, ou je me rends compte que j'ai vécu dans une autre réalité quand même. D'accord. Ouais, moi, ça a été un peu des fois un film américain mélangé à le New York underground, quoi. Ouais. Parce que du coup, l'alcool, la drogue, le sexe, ça arrivait assez rapidement finalement. D'accord, ok. Donc là, du coup, t'es toute jeune, t'as quoi, 12-13 ans, t'es au collège, et du coup, tu côtoies des personnes qui te parlent de ton corps en permanence, qui te draguent, entre guillemets, voire harcèlent. Mm-hmm. J'ai envie de croire qu'avec toute la sensibilisation qu'on fait, tous les comptes Instagram trop cool, et là je cite le CUNU que j'adore, trop cool sur la sexualité, tout ça, j'ose espérer que ça va changer ces choses-là. À mon époque, il n'y avait pas ça. Et j'ai été confrontée assez durement à la réalité des choses.
Là, on parlait des gens qui me draguaient, mais il y avait aussi ces jours de ski où on m'enfermait dans la bulle pour qu'on me force à embrasser mon nouveau petit copain ou des trucs comme ça, quoi. Et ou d'autres après-midi où j'attendais où je traînais à la sortie du collège, où on me touchait mes parties intimes. Mais quand j'en parlais, je râlais là-dessus, quoi. Il y avait encore le pantalon, donc c'était pas assez important pour devoir en parler. Attends, mais là, qui? Parce que bon, c'est clairement des agressions mais en fait, sont banalisées, mais enfin, c'était quoi? C'était il y a 15 ans maintenant. Oui. À cette époque-là, alors oui, clairement, et ça je le redis, hein, l'instinct était là, donc je savais que c'était des choses pas normales, d'où le fait que j'en ai parlé après. Alors, t'en as parlé à qui? J'en ai parlé à des amis sur le moment, et du coup, comme on était dans ce groupe de sportifs, ça a fait écho, et le mec, le cool des sportifs du collège, il me voit le lendemain en me disant « Écoute, j'ai entendu parler de ce qu'on t'a fait et tout, c'est pas normal, vas-y, explique-moi. » Et quand il a compris qu'il y avait encore mes habits, en fait, il m'a dit « Attends, non, et ça va, quoi. Et attends, si tu commences à en parler et tout, vraiment, réputation zéro, tu vas être hué. Enfin, genre, arrête, quoi. » Et là, encore une fois, on redit, c'est une période où j'étais très seule. Ça avait soit le choix de continuer avec ses faux amis, quoi, soit être seule, quoi. Et tes parents, dans tout ça, tu leur en as... Non, clairement, ça c'est. Ils étaient très occupés par leur boulot. Ça a jamais été des sujets de base dont on en parlait. D'accord. Elle savait que j'avais du coup pas mal d'amoureux. Ta maman ? Oui, ma maman. Bon, sûrement mon papa aussi. Hein. C'était pas quelque chose qu'elle aimait beaucoup pour être gentille. Alors, c'est-à-dire beaucoup d'amoureux. En même temps. Non, pas en même temps. Mais ça marchait, en fait, c'était ce qui marchait. Quand tu te sens seule et que tu vois qu'il y a des choses qui marchent, au bout d'un moment, je me posais pas trop de questions, en fait. Donc, il y avait des mecs qui étaient amoureux de moi, ok. Et puis, voilà, il y avait aussi cette truc de jeunesse, c'est les premiers amoureux et tout. Non, quand je te disais qu'il y en avait beaucoup, c'était pas en même temps, mais dès la 6e, tu vois, j'ai eu des petits amis, plusieurs, quoi. Ok, d'accord. Et alors, tu disais que, bon, il y a quand même des... Donc, c'était toujours des garçons qui te harcelaient. Il y a eu... Si, du coup, c'était très difficile à cette période aussi de se faire des amis filles, au final. Ça durait pas. Alors, je tiens à dire quand même que j'avais mes meilleurs potes de primaire, mais comme je te disais, elles étaient dans une autre réalité. On en a parlé, je suis encore très très proche de Marine. Coucou toi. Et on en parlait il y a pas longtemps. Comme on était dans d'autres réalités, elle a déménagé en plus après. Elle n'a pas remarqué que en fait, c'était lourd pour moi tout ça. Elle remarquait plus que je faisais partie du groupe des cools, quoi. Et du coup, c'était difficile de se faire des amis filles avec tout ça, en fait. Ça a duré pas longtemps, mais il y avait... après, je sais que c'est aussi ces périodes-là hein, où les enfants sont difficiles entre eux, les adolescents. Mais ouais. Non, j'étais... Donc, est-ce que tu arrives à trouver quand même, tu vois, des personnes ressources dans les différents amoureux que tu as pu avoir ou pas du tout? C'était toujours... il y avait beaucoup d'amoureux, mais il y avait personne... quand je dis amoureux, c'était... Ouais, c'était des petits copains comme ça. Il y avait personne qui comptait. J'ai eu... ça a commencé vers la 3e des personnes ressources, mais l'adolescence a fait que il y a eu des conflits ou des trucs comme ça, quoi. Et j'ai commencé aussi à faire des conneries, en fait. Parce que j'étais... je sais pas pourquoi. Il y a peut-être pas de parce que... Mais j'ai commencé à faire des conneries. Qu'est-ce que tu appelles conneries? À boire trop en soirée. Donc, j'ai quand même failli faire un coma à 13 ans. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais. Et... Donc ça non plus n'a pas aidé. Je commençais à devenir problématique pour mes amis. Parce que ouais, j'étais perdue, quoi. J'avais aucun repère.
Mais ouais, enfin, ça, je l'ai gardé pour moi. D'ailleurs, j'en parle pas beaucoup au quotidien. Hein. Cette Oui, période-là, ça a été... Je me le culpabilisais enfin, j'avais honte, quoi. J'en parlais à personne, quoi. C'était... Et tout ce que je te dis, là, ces petites mini-agressions au quotidien, même quand t'es en salle de sport, quand on parle de mes fesses, que les mecs de 4 ans de plus viennent me voir, enfin... Tout ça, j'en ai jamais parlé parce que, ouais, il y a aussi ce truc que... je dirais pas que c'était ma faute, je sais pas si je pensais ça, mais il y avait une sorte de perversité que je ressentais au plus profond de moi, et ce mot perversité, quoi, il fallait pas que j'en parle. Par exemple, ça, c'est aussi quelque chose, tu vois, j'avais complètement oublié, ou peut-être que je le savais, mais j'avais jamais vraiment repensé. Quand j'avais 11 ans, du coup, je suis partie en colonie, et lors d'une activité qui se passait la nuit où les personnes nous réveillaient, il y a un des animateurs qui avait 17 ans, qui je pense que je le savais, qui était déjà venu me voir à ce moment-là. Il était amoureux de moi. À 17 ans, alors que tu en avais 11. Ouais. M'a pris dans ma chambre. En fait, chaque enfant devait faire l'activité. Moi, j'avais déjà fait l'activité avec une fille. Et je pense que, je sais pas, hein, mais en tout cas, il n'avait pas su que j'avais déjà fait l'activité. Et je pense que ça lui tenait à cœur que ce soit moi... que ce soit lui, pardon, qui me fasse faire l'activité. Et donc, du coup, dans la nuit, comme ça, à 2h, 3h du mat, il m'a pris et il m'a emporté dehors, quoi, pour que je fasse l'activité que je venais de faire. Et dans ma tête, je savais qu'il se trompait, mais en même temps, comme je sentais depuis quelques jours, quelques semaines, je sais pas exactement, que quelque chose se passait pas bien avec lui. J'ai eu, et maintenant encore une fois, c'était l'instinct, mais maintenant je sais ce que c'est exactement. J'ai eu vraiment, et je m'en souviens, ce sentiment il fallait que je me sauve, quoi. Qu'il fallait que je crie et j'appelle à l'aide, quelque chose allait mal se passer. Ce qui a marché, quelqu'un a entendu mes cris et est venu me voir et lui a dit que mais non, elle a déjà fait avec moi, etc. Ouais, donc tu vois, il y avait... Et ça, c'est revenu très, très après. Et pareil, quand j'avais 15 ans, j'étais à nouveau dans une autre colonie de la même association. Et j'étais très proche d'animateurs un peu plus vieux cette fois, peut-être 22, 23. Mais quand je te dis proche, moi dans ma tête, c'était ils sont cool, on fait des blagues avec eux, quoi. Et j'ai recroisé un de ces animateurs quelques années plus tard, quand moi, à ce moment-là, j'avais 21 ans. Et il m'a clairement dit que durant le camp, j'étais sexy et qu'il s'imaginait des trucs avec moi, quoi. Et ça te casse un truc énorme, quoi. Quand toi, tu te sens dans une bulle de confiance avec des animateurs. Et des adultes. Des adultes. Donc il ne s'est jamais rien passé, quoi. Mais il a cassé quelque chose en moi quand il m'a dit ça, quoi. Bien sûr, je ne lui parle plus du tout. Mais voilà. Toujours ce regard omniprésent, en fait, qui a ponctué ton enfance, ton adolescence. Ouais. Juliette, c'est pas ta faute. Non, je sais. C'est pas ta faute. Enfin, j'ai fait plusieurs années de psy, et là, justement, j'en parle. J'essaie d'en rigoler. Tu vois, là, je te parle de cette soirée où clairement, c'était pas top. Hein. Mais bon, ça fait des histoires à raconter. Bon, alors là, se passe le collège et le lycée, je pense aussi, dans un contexte quand même assez compliqué. Comment tu te sens, toi, par rapport à ton corps à cette époque-là ? Parce que ton corps est regardé, mais de manière trop insistante, voire plus que regardé, finalement. Comment tu te sens avec ce corps ? Alors, déjà, c'est des périodes où j'utilisais mon corps au plus que je pouvais l'utiliser, parce que j'étais dans une classe sportive de haut niveau, du coup. Oui.
On faisait du renforcement musculaire comme j'en en fais plus du tout maintenant. C'était très intense. Donc, il y a ce côté où je ressens mon corps énormément, parce que je sens bien sûr. chaque séance. Tu l'exploites. Je l'exploite. Le corps, du coup, je le vivais. Et heureusement, grâce à une passion qui était le ski. Mais à côté de ça, j'étais dans un corps. Dans un corps qui n'était pas à moi. Parce qu'entre les personnes qui le convoitaient, je cherchais le mot, entre les personnes qui le convoitaient, entre mes entraîneurs de ski qui l'exploitaient d'une certaine manière, parce que leur but c'était que je me muscle. Oui. En même temps, on me faisait clairement passer que j'allais jamais avoir le physique pour faire du ski à haut niveau. C'était une époque, en tout cas les premières années de ski, où beaucoup me demandaient si j'étais anorexique ou des trucs comme ça. Encore une fois, il n'y avait aucune sensibilisation par rapport à ces maladies à cette époque-là. Ouais. Mais tu l'étais ? Non, alors, pas du tout. Ouais. S'il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec maladie ou pas, c'est que j'adore manger. Ça, s'il y a un truc, et vraiment, je pense que quand les gens pensent à moi, mes amis, ma famille et tout, il y a le mot bouffe qui arrive très très vite. Et c'est ce que je disais au début, genre je ne me prive pas. Oui. Ça a toujours été un plaisir et je ne l'ai jamais perdu, ce plaisir. D'accord, ok. Et donc du coup, à cette époque-là, je rentrais de l'école, je me faisais les restes des tartiflettes à 4 heures. Carrément. En tant que sportif, quand on se réveillait à 5 heures du mat pour aller à une compète, il fallait manger des pâtes. Enfin, c'était... je sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais Parce que je te pose la question. Oui, mais j'ai oublié le fil. Du coup. Oui, non. Donc, je n'étais pas du tout anorexique. Mais donc voilà, donc il y avait ce côté que j'étais beaucoup trop mince et du coup je me faisais pas engueuler, mais en tout cas mes entraîneurs me faisaient remarquer par leurs mots, mais aussi par leurs actions quand ils allaient voir l'autre sportive qui était dans mon club, qui elle avait le physique pour faire du ski alpin. Ski alpin, c'est grosse cuisse quoi. Parce qu'il faut du muscle pour aller vite et tenir une piste. Tu performais ? C'est-à-dire ? Quel était ton niveau, tu vois, en ski alpin ? Toi, tu avais des ambitions sportives ? Non, honnêtement. Je sais pas si... j'ai jamais été très compétitive ou ça m'amuse de gagner. Mm-hmm. Mais je remarque très rapidement s'il faut que je me batte ou pas. Et là, je pense que j'ai remarqué très rapidement ou en tout cas j'avais aucune motivation autour de moi pour que je me batte. Il y a eu des courses où j'ai fait des petits trucs, c'était sympa, notamment dès qu'il y avait de la vitesse en jeu. Moi le ski alpin c'est pour la vitesse encore une fois, ça allait mieux, mais sinon non en fait. Pour te dire, c'était tellement pervers aussi ce monde que je me suis battue pour arrêter en fait. Parce que, il fallait juste que je dise que j'arrête, mais c'était aussi difficile quand tu as construit toute ton enfance là-dessus. D'accord, oui. Mais ouais, en fait, je pense que dès la 6e, 5e, j'ai jamais eu des entraîneurs pas sympas, ou peut-être un en 5e qui était un peu violent, on va dire, mais pas physiquement, genre juste, c'était pas sa vocation. Voilà. Ça m'avait dérangé, mais ouais, c'est un monde où clairement dès qu'ils voient que tu fais pas de résultats, donc que ce soit les jeunes ou les autres jeunes ou les entraîneurs, t'es pas pris en considération quoi. D'accord. Et il y a pas de... j'ai déjà arrêté quoi, parce que pour plein de raisons, c'était trop mauvais. Ok. Tout le monde autour de toi malmenait ton corps, quoi, si j'ai bien compris. Ouais. Et en fait, du coup, pour continuer un peu le truc, j'ai commencé à prendre du poids du jour au lendemain, après un été, donc pas beaucoup, j'ai dû prendre une taille ou deux, quoi. On a fait passer ça sur le fait que je grandissais. Moi, maintenant, avec du recul, je pense que j'ai pris du poids pour me protéger aussi, en fait.
Parce que un peu ce truc d'avoir cette couche protectrice. Oui. Et je l'ai un peu gardé tout jusqu'au lycée. Donc là, honnêtement, je me sentais bien, même peut-être mieux, justement. J'ai très rapidement essayé de pas me cacher, mais d'être inaperçue, genre une personne comme tout le monde, quoi. C'est pas que je me sentais pas comme tout le monde. Au quotidien, je me considère lambda. Mais ouais, en fait, j'avais envie que peut-être qu'on ait moins de commentaires sur mon corps, moins d'actions sur mon corps, peut-être. Ouais. Ça, t'en as souffert. Et mais par contre, très vite, du coup, il y a eu... là, c'était plus mes copines de l'époque qui me harcelaient sur le poids. Donc, ouais, je commençais à complexer à nouveau, quoi. D'accord. Ok. Donc, à l'époque, ouais, tu commences à complexer. Là, t'as quoi, 15-16 ans ? Ouais. Ok. Ouais, mon premier amour, vraiment mon premier amour... mon copain me faisait aussi remarquer que j'avais un petit bourrelet. Ouais. Donc finalement, cette protection que je m'étais créée n'était pas si protectrice. J'étais encore convoitée dans tous les cas d'une certaine façon, parce que, encore une fois, c'est l'adolescence et j'étais sûrement encore un peu perdue, quoi. Jusqu'à un malheureux événement. Ouais, et je pense que ça a été un peu le coup de grâce pour ma santé mentale, en tout cas. Oui. Où, en fait, en soirée, je me suis fait agresser. Donc, c'était juste avant mon bac. Par une personne de mon groupe de potes. Et ouais, ça a été un peu le coup de grâce, et notamment sur ma relation au corps, où, en fait, ce corps, vraiment, c'était ce qui me rendait malheureuse, en fait. Alors, encore une fois, depuis le début, c'est pas que je suis... j'allais dire Kim Kardashian parce que c'est le nouveau... c'est pas que, genre, je suis un modèle ou comme... Voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, ce corps était depuis... Enfin, trop convoité pour moi, pour ce que je pouvais. Et j'étais... Enfin... J'avais toujours voulu que si on me convoite, c'était plus pour ce qu'il y a dans ma tête, quoi. Bien sûr. Comme tout le monde. Donc ouais, ça a été un coup de grâce. Donc du coup, j'ai passé mon bac, pas dans une super forme. Et en fait, j'ai eu envie de changer de corps. Mais en tout cas, j'ai décidé de me teindre en rousse, donc assez fort, hein, le roux. J'ai pris énormément de poids à nouveau sur les deux années après. Et je partais, enfin, je prenais vraiment plus soin de moi, en fait. Bon, alors, je sais pas si au collège, lycée, je prenais soin de moi. Enfin, on n'était pas dans ces idées-là, en tout cas. Mais en tout cas, là, maintenant, je peux dire que mes premières années d'université, j'étais en roue libre et je prenais pas soin de moi. Ouais, je fumais énormément. Ton corps. Je fumais presque un paquet par jour, quoi. Ouais. L'école d'art aide beaucoup dans cette situation. Je mangeais mais n'importe quoi. Enfin, genre, je me revois encore à manger 2-3 cassoulets par semaine, des Subway et tout. Enfin, niveau mec, j'allais vers les mecs qui, je le savais, je sais pas si je savais, mais en tout cas n'avaient aucun respect pour moi. Et enfin bref. Et ça a duré bien de 2 années. De cette agression, j'en ai parlé. Et j'en ai parlé un peu plus, du coup, quand je suis arrivée à Lyon. Quand je te dis un peu plus, genre à 2-3 filles avec qui je traînais à l'école, de photos. Mais ça a été très... Enfin, ouais, c'était encore un poids que je gardais seule. Bien sûr. Et en fait, je me suis très concentrée sur cette agression à un moment donné pour comprendre mon mal-être. Bien sûr. Et c'est maintenant, avec du recul, avec ma thérapie de psy, que je me rends compte qu'en fait, ce mal-être, cette perversité, cette sexualisation qu'on vit après une agression sexuelle,
elle a commencé bien plus tôt, en fait. Même s'il n'y avait pas un moment clé. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça, en fait. C'est que j'ai grandi, en fait, mon adolescence, ce corps qui change et tout, je l'ai grandi, j'ai grandi avec plus les regards des autres que le mien. Le tien. Et ouais, et ce sentiment constant que c'était pervers, une sorte de dégoût en fait, constant quoi. Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton corps. Pas vis-à-vis de moi, mais et ça, c'est un sentiment et c'est ça qui est trop bien quand, on en parlera après, mais avec les filles que je rencontre qui ont vécu ces choses-là, on se comprend sur ce sentiment parce que c'est de perversité en fait, profonde en toi quoi. Ouais. Et cette perversité du coup c'est peut-être aussi de là que viennent les colères en fait, c'est que chaque petit regard qu'on voit, chaque petite commentaire qu'on voit dans les médias de mecs qui pensent avoir le pouvoir sur le corps de la femme ou je sais quoi, c'est un dégoût profond en fait. Oui. Parce que c'est c'est une sorte de pouvoir dégueulasse. Oui. Alors Juliette, je me doute de ô combien la chronologie là doit être difficile à retracer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'agression ? Oui, je vais essayer. Mais oui, c'était une petite soirée entre potes où j'avais décidé de pas boire ce soir-là ou une bière parce que je révisais pour le bac. Mm-hmm. Et je suis allée très tôt me coucher. Et il y avait même une autre pote qui m'a rejoint plus tard. Mais cette pote était complètement bourrée et a dormi comme un bébé, quoi. Mm-hmm. Et un mec nous a rejoint en prétextant qu'il y avait plus de place pour dormir, ce qui pouvait se coller avec nous, quoi. Oui, bien sûr, genre, c'est pas la première fois qu'on fait ça en soirée et tout. Pas de problème, sauf que très vite, il a commencé à me toucher, malgré le fait que je lui dise non, on n'a pas... Je pense clairement qu'il y avait aussi pas mal d'alcool et de drogue en lui. Oui, ça n'excuse pas tout. Et voilà, ça a été une nuit pas super. Oui. Le matin, il a entendu du bruit dans la maison, très tôt, peut-être 6h du mat ou je sais quoi. Il s'est levé et il est parti, il a fait du stop pour partir, quoi. D'accord, donc alors là, du coup, il est resté collé à toi toute la nuit ? Toute la nuit, il est arrivé, je pense, vers 4h du matin, donc 2h, un truc comme ça, ouais. Ça m'a paru toute la nuit. 2 heures ? Ouais. Et j'étais dans ce... Alors... J'étais tenue par lui, d'où le fait que je pouvais pas trop bouger. Mais j'étais aussi dans comment on dit, j'étais figée en fait. Et ça, on en parle de plus en plus. J'étais de ce moment où les victimes sont tétanisées et ne bougent pas. Au début, je bougeais, enfin, je disais non, etc. Mais au bout d'un moment, j'étais paralysée, quoi. Paralysée. Par la peur ? Ouais. Je pense que c'est ça. Je t'avoue que Oui, tu l'as peut-être pas verbalisé. Et ouais. Et pareil, je suis restée paralysée jusqu'à ce que tout le monde se lève. Personne n'a rien... Non. Personne n'est intervenu, personne n'a entendu. Non. Et en même temps, c'était un des trucs aussi... j'avais pas envie de créer un scandale, quoi. Donc, il fallait que je me taise, quoi. Enfin, genre... T'avais pas envie d'attirer les regards sur toi ou sur l'autre personne ? J'avais pas envie de créer un scandale. Ouais, sur moi, en fait. J'ai toujours été très nulle à me défendre, verbalement. Dans des débats ou des trucs comme ça. Et j'avais pas envie d'être confrontée à... Enfin, tu vois, d'avoir une justice, là, dans la maison, quoi.
aussi parce que, bon, en fait, on est dans ces moments-là. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et en même temps, tu es dans une sorte de paralysie. Hein. Bien sûr. Donc, je ne pensais pas trop, quoi. Alors, malgré le fait que tu aies quand même réussi à te défendre, malgré tout. Ouais. J'ai... si on peut appeler ça comme ça, ouais, j'ai évité le pire. Mais au final, il m'a seulement agressé. Non, alors. Et ensuite, il s'est fait plaisir sur moi. Mais oui, effectivement, j'ai réussi en tout cas à défendre le plus important, on va dire. Oui. Mais voilà. Et du coup, je suis rentrée chez moi. J'en ai parlé à la fille qui était dans le lit. Oui. Est-ce que tu en as parlé de suite ? J'en ai parlé, presque. Je lui ai demandé d'aller dehors avec moi et tout. Oui. Elle était choquée. Hein. Mais très vite, j'en ai parlé. Elle avait un lourd passé, hein, cette personne aussi. Et quand je suis rentrée chez moi, il y a une autre pote à moi qui venait pour réviser le bac. Et j'en ai parlé aussi directement. Oui. J'en ai parlé à ces deux personnes, mais c'était un peu les réactions, c'était un peu c'est pas normal, mais en même temps ça arrive, quoi. Oh là là, ouais, c'est banalisé, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc du coup jusqu'au bac, je le voyais tous les jours, ce garçon. Oh, putain. Et après du coup je suis partie à Lyon. Et j'ai décidé de couper les ponts avec tout le monde. Oui, parce qu'en fait, c'était l'agression ultime. Simplement, ton adolescence a malheureusement été ponctuée d'agressions successives. J'ai pas tout explicitement expliqué, hein, mais des petits trucs au quotidien, ouais. Ouais. Et ouais, comme je te dis, c'était la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Et alors, tu n'en parles à aucun adulte ? Non. J'ai commencé à... Ouais, alors pour avancer un peu, du coup, les deux années d'après, comme je disais, c'était un peu l'autodestruction, hein, mais sans que je le vois vraiment, quoi. J'étais un peu en mode automatique, on va dire. Et jusqu'à cette année 2014 où je sentais que je touchais le fond quand même. Et qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un. Donc j'ai fait 2-3 séances de psy, mais j'ai même pas... C'est 2-3 séances avec cette psy-là, j'ai même pas abordé le sujet, quoi. D'accord. Parce que c'était une honte et une culpabilité. En fait, il y avait quelque chose dans tout ce qu'on a dit, et aussi parce que c'était agrémenté par des conneries que j'ai fait... parce que j'étais une enfant perdue, quoi. Y avait une honte, en fait, d'en parler. Et encore plus à un adulte de parler de ces choses-là, tu vois. Là, je ne sais pas comment je vais réagir le jour où ça va être publié, tout ça, parce que j'en ai jamais vraiment parlé, en fait. La sexualité est tellement tabou. Et en plus, là, c'était de la sexualité, déjà qui m'a été forcée très tôt. Oui, pas consentie. Et cette sexualisation. Et au final, j'avais toujours cette culpabilité en moi que c'est moi. D'être l'objet de désir. Oui, et au final, au bout d'un moment, tu vois, je sortais avec des garçons, je savais que je faisais des bêtises. Pas des bêtises forcément qui étaient de ma faute, tu vois. Mais je savais que c'était des bêtises, tu vois, donc je savais que je pouvais être potentiellement grondée, tu vois. Et c'est drôle parce qu'on en a beaucoup parlé de ça avec ma psy, de cette sensation de ne pas être protégée, en fait. Et parce que du coup, donc, tu as fait une première thérapie avec une psy de 3 séances, là, c'est ça ? Je sais pas si on peut appeler ça thérapie, oui, voilà. Mais j'avais essayé, en tout cas. J'avais essayé à ce moment-là d'y aller. Combien de temps après ? Tu as dit 2014, mais du coup, C'était 2 ans après. 2 ans après. En 2012, mon agression. Ok, d'accord. C'était 2 ans après, et en fait, 2014, je faisais de plus en plus de crises d'angoisse. Oui. Ouais,
là, je commençais à sentir, donc là c'est avec le recul que je te dis ça, hein, mais bien sûr, que j'avais atteint une limite émotionnelle, enfin en tout cas en santé mentale. Clairement, j'étais dépressive, hein, j'étais en dépression, je faisais énormément de crises d'angoisse. Quand je faisais des soirées trop alcoolisées, je terminais enfermée seule dans des... c'est très... ça fait pitié, hein, dans des pièces à pleurer et à ne plus pouvoir me contrôler. Enfin, crise d'angoisse. Évidemment, c'est grave ce que tu as vécu. Hein. Ouais. Et je sais pas, il y a eu un déclic du coup cette année où je me suis sentie... pas forcément partir, mais je me suis sentie... j'ai senti que là, j'étais en roue libre et que Tu pouvais plus assumer tout ça toute seule, peut-être. Ouais. Alors, le petit déclic a duré... c'est pas comme ça, mais du coup, il y a eu un petit déclic, et c'est notamment parce que je suis partie pendant 2 mois habiter à Amsterdam pour un stage de fin d'études, qui s'est d'ailleurs très mal passé. Ce qui n'a pas été dans cette période. Mm-hmm. Mais en fait, du coup, ça m'a un peu confrontée à moi-même. J'étais seule là-bas. Mm-hmm. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à prendre soin de moi. D'accord. C'est une époque où j'ai commencé à m'intéresser énormément à tout ce qui est produits bio. Je suis à fond là-dedans. Tous les trucs naturels, les poudres et tout. Okay. J'ai commencé à cette époque. J'ai commencé à refaire du sport parce que j'en ai pas parlé, mais du coup j'ai arrêté à 15 ans un peu le sport. J'ai repris en faisant de la compète d'handball durant le lycée, mais ouais, j'ai arrêté assez catégoriquement. D'accord. Et là du coup j'ai recommencé un peu en 2014 à faire du sport. Alors ça a été trop cool, c'était en faisant du vélo pour aller au boulot. J'étais à Amsterdam quand même. Ouais. En faisant des grosses promenades de vélo seul le week-end autour d'Amsterdam. Et du coup, je me faisais à manger. Des petites choses comme ça. J'ai quitté mon mec du moment qui était un peu borderline. D'accord. Voilà, c'était des petits actes comme ça. Mm-hmm. J'ai changé d'école aussi de photo parce que ça se passait pas bien à l'école. D'accord. Je pense que c'est aussi une des autres raisons que cette année était assez... horrible. Mm-hmm. Et voilà. Et donc du coup, en 2015 a été l'année où petit à petit, je faisais de plus en plus de pas pour me reconstruire. D'accord. Jusqu'à fin 2015 où, à peu près cette période où j'ai décidé de faire une thérapie, une vraie thérapie. D'accord. De foncer dans le truc, quoi. Ouais. Parce que c'est clair, au bout d'un moment, si je voulais être bien, il fallait que je passe à l'action, quoi. J'ai arrêté de fumer. D'accord. Un peu du jour au lendemain. J'ai commencé à m'entourer de personnes incroyables. Mm-hmm. Et j'ai rencontré quelqu'un. Ça s'est assez enchaîné, mais voilà, ça a duré 2 ans, cette reconstruction, petit à petit. Elle est encore là. Hein, Bien sûr. Du coup, là, je te parle de 2015-2016, donc c'était il y a déjà 5 ans. Mais des petites actes comme ça au quotidien. Je me suis mise au yoga. D'accord. Je me suis mise à refaire du ski un peu plus quand même, à refaire des sports à fond extrême. Et ça, c'est un truc qui m'a énormément fait du bien dans ma reconstruction, c'est de ressentir mon corps. D'accord. Dans l'effort. Ok. Ouais, en fait, je le ressentais. Enfin, je le sentais en fait. Il était vivant, il était là, il a toujours été là, mais je l'avais un peu laissé. J'avais tout fait pour pas le sentir, et là, je recommençais petit à petit avec des méthodes douces comme du yoga ou des sports un peu plus forts à le sentir, comme quand j'étais jeune en fait, comme quand je faisais de la compète de ski et que j'avais mes moments en moi d'expression de mon corps, quoi. Oui, t'as renoué avec ton corps à ce moment-là. Ouais. Et maintenant, du coup, je sais que c'est primordial dans mon lifestyle.
dans mon lifestyle et dans mon, comment on dit déjà, équilibre. Ouais. Donc ouais, j'essaye d'en faire le plus possible et d'aller le plus possible à Paris. C'est compliqué, hein, mais dès que je vais à la campagne, des trucs comme ça, faire des randos que j'adore. Ouais, ok. Donc ça a été une de tes ressources pour continuer à vivre. Hein. Ouais, je l'ai retrouvé en fait. Et clairement, ça a été une force, ouais. C'est la thérapie qui t'a amené à tout ça ? La thérapie m'a plutôt amené à réaliser ce que j'avais vécu, on va dire, et à travailler à fond sur ma confiance en moi, quoi, parce que ça, c'est un truc qui n'a du coup jamais été très, très forte. D'ailleurs, en parlant de sport et de confiance en soi, un truc qui a été trop intéressant en thérapie, c'est qu'on a remarqué que il y avait un domaine où j'avais entièrement confiance en moi, et c'était le domaine du sport. D'accord. Et en fait, ma capacité physique. Ouais. Et c'est vrai que c'est incroyable, mais genre, j'ai aucune peur de ce que mon corps peut faire. Ou je sais mes limites. D'accord. Alors que quand il en vient aux relations aux autres, à me mettre... Bon, maintenant, ça va mieux, hein, tu as dû le voir avec les travails photographiques que je fais ces dernières années, mais ouais, de me mettre en avant sur mon travail ou des trucs comme ça, c'était un parcours de combattant, quoi. Ouais. Alors que dès que je suis sur des skis presque à 80 km/h, quoi, enfin, j'ai pas de peur. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu étais allée, que tu avais fait le choix d'une thérapie à cause ou grâce à une relation amoureuse. Du coup, est-ce que tu peux parler de tes relations ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'avoir des relations amoureuses après tout ce background compliqué et douloureux ? Clairement, j'en avais toujours un peu, des relations amoureuses. Hein, c'était un peu genre... pas important, quoi. Non, comment dire ? Non, c'est pas le mot, c'était... c'était jamais le big amour jusqu'en 2015. Hein. C'était toujours des mecs pas très... Ouais, en clair que... Bienveillant, non, pas du tout. Ouais, enfin, il y avait vraiment une dissociation énorme sur ces trucs-là. Et une peur, hein, bien sûr, hein, une peur profonde, en fait, de savoir que je pouvais être blessée émotionnellement, mais aussi physiquement très facilement. Et du coup, en 2015, j'ai rencontré quelqu'un. Et ouais, là, je me suis dit, si tu veux que ça marche avec cette personne, je sentais qu'il y avait un truc fort. Il fallait que je commence cette thérapie, quoi, parce que j'avais effectivement énormément de conflits avec créer une relation, la partie sexuelle, n'en parlons pas, et ouais, créer quelque chose de solide avec un homme, pour moi c'était un danger. Donc ouais, j'ai commencé, je dirais pas que pour lui, mais ça a été l'élément déclencheur, en tout cas. Ça faisait longtemps, on a vu que je voulais en faire, et là dans cette envie d'aller mieux, ça a aidé. Aujourd'hui, tu es en couple ? Aujourd'hui, je suis en couple, plus avec la même personne, mais je suis en couple, oui. Et ça se passe bien ? Ça se passe magnifiquement bien. Ouais. Et il est au courant de tout ce qui s'est passé ? Il est au courant, ouais. Okay. Alors, je sais pas tout, ce qu'on a parlé et tout, mais en tout cas, oui, de l'événement dont on vient parler, il est au courant, ouais. D'accord, ok. C'est compliqué, en fait, quand t'es en couple, de parler de ces choses-là, parce que même si tu le déposes et que tu le dis là, tu sais qu'il n'y aura jamais une compréhension. Alors, tu vas me dire avec n'importe qui, hein. Et c'est ça qui est bien de se retrouver entre victime et survivante. C'est qu'on se comprend et on n'est plus seul, en fait. Oui. Parce que
je pense que le mot seul est revenu beaucoup durant l'enregistrement, le podcast. Il y a une solitude énorme, en fait. Et ça nous broie tous les jours. Et du coup, d'être dans des associations, la parole qui se libère là en ce moment, toutes les associations qui travaillent là-dessus, ça fait déjà énormément de bien sur ce point, la solitude, quoi. Donc, oui, il est au courant, hein, mais il n'y aura jamais cette compréhension. Parce que, il faut le dire aussi, les hommes ne vivent pas du tout dans le même monde que nous, les femmes, quoi. Enfin, sur ces questions-là. Se construire se construire, parce qu'en final, au collège, lycée, tu te construis. Et se construire dans ce contexte-là, j'ai porté, au final, j'ai réellement laissé ce poids durant ma thérapie, qui a duré 3 ans. À ce moment-là, mais porter cette culpabilité, cette honte au quotidien. Genre, je m'en rappelle, pour déballer tout ça à ma psy, ça m'a pris des mois, des années, quoi. Enfin, il y avait un poids en moi énorme, quoi. Et si j'ai un message à dire à toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes ou qui ont ce poids, oui, c'est énormément de courage d'aller le vider chez un psy. Mais la liberté que j'ai depuis... Alors, c'est vraiment pas facile, hein, c'est dur, mais tu te libères de choses incroyables. Enfin, tu te sens libre, tu te sens légère, en fait. Plus légère, oui. J'aimerais te poser la question du vêtement. Oui. Comment est-ce que tu vois ces multiples agressions et en particulier la plus grave, est-ce que ça a eu un impact sur ta manière de te vêtir ? Pardon. Excuse-moi. Celui-là. Clairement, oui. Alors déjà, il faut que tu saches que j'ai toujours aimé m'habiller. Et notamment en primaire, j'avais déjà mon style à moi. Ouais. Très, très fort. C'était quoi ton style à toi ? C'était des pantalons militaires, des baggy. J'étais dans ce truc-là. J'allais à Jennifer à l'époque pour m'acheter ce genre de sweat moto. Je sais pas ce que c'était. Bon, peut-être que ces habits-là étaient questionable. En vrai, non. Quand je regarde les photos et tout. Mais ouais, il y avait une liberté qui émanait de ça, quoi. J'étais fan de mes Asics et tout, c'était fou. Et du coup, en 6e, quand je suis rentrée, il y a eu un changement quand même de vestimentaire, parce que du coup, ces regards m'ont fait réaliser que peut-être qu'il fallait pas que je m'habille aussi large, aussi voilà. Donc, j'allais toujours à Jennifer, mais... prendre plus des slims ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que cette époque-là encore, c'était encore une époque où je m'exprimais, où j'hésitais pas à porter des trucs que les autres portaient pas, des trucs comme ça. Et plus on avance, plus mon style vestimentaire s'est calmé. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, où je dirais qu'il est plutôt basique. Mais en tout cas, et c'est ça que tu m'as fait réfléchir, il y a cette envie d'être... de pas... de pas être vue. Ouais, il y a cette envie de pas être vue ou de passer inaperçue, quoi. Alors là, ça va mieux, hein, maintenant, je m'amuse un peu plus. Encore la semaine dernière, j'avais une soirée à paillettes. Je me suis fait plaisir sur le body à paillettes. Hein. C'est top. Mais voilà, la semaine dernière, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des gens qui portaient des paillettes tout le temps. Et pour moi, c'était trop un truc que non, il faut pas porter des paillettes parce que ça brille trop, quoi. J'ai réalisé ça encore la semaine dernière, quoi. Et maintenant, c'est un truc de fou. J'ouvre Instagram, je regarde dans la rue, je vois des paillettes de partout. Ouais.
Et donc oui, clairement, genre les décolletés, les robes où on voit trop d'épaules et tout, c'était mort avant, quoi. C'était toujours du large. Ma mère, d'ailleurs, me disait « Arrête de t'habiller large et tout ». Parce que, ouais, j'avais aussi envie de cacher ce corps. En plus, à un moment, j'ai pris du poids, donc il fallait aussi un peu cacher ça, quoi. Et ouais, ce truc de passer un peu inaperçu. Alors que je suis quelqu'un, je le sais, un peu excentrique sur certaines choses, quoi. Je te dis pas, là, aujourd'hui, que j'ai envie de m'habiller comme ci, comme ça, voilà, avec plein de paillettes tous les jours et tout. Je suis en plus dans une démarche où j'essaie d'acheter des habits qui durent et que je vais porter pendant longtemps et tout. Mais en tout cas, je me permets plus de choses. Notamment, du coup, c'est un autre truc, quoi, que j'ai. Ça me fait rire parce qu'en plus, c'est souvent très lié, les gens avec qui je fais ça. Il y a quelques années, je suis allée. Donc vraiment, j'étais déjà bien avancée dans ma thérapie, donc ça allait beaucoup mieux. Et j'avais acheté une robe 2 ou 3 ans avant, que j'avais jamais mise. C'était une petite robe façon un peu nuisette, bon, pas si nuisette, mais très fine, que en fait, j'avais jamais mise, parce que en fait, c'était too much pour moi, quoi. Et j'ai eu le mariage d'une amie, et je me suis... je sais pas pourquoi, je l'ai essayé devant mon copain de l'époque. Et il m'a dit « Ah, tout à fait, tu peux la mettre et tout ». Et après, je l'ai montré à ma pote, je l'ai envoyé par WhatsApp « Ah ouais, non, mais mets-la et tout ». Et pour moi, ça a été un énorme challenge, quoi. Alors déjà, dans Paris, porter ce genre de tenue. Mais ouais, et je sais que tout le monde me disait « Mais pourquoi t'as peur de porter ça et tout ?» J'en parlais pas, bien sûr. Hein. Mais normal, quoi. Alors que pour moi, j'étais flippée de porter ça, quoi. Clairement, oui. Ces agressions, ce focus que j'ai eu très tôt sur mon corps et ces commentaires m'ont fait avoir une tactique de limiter ces regards. Ouais. Voilà. Que ce soit même quand on sortait en boîte ou des trucs comme ça, toujours des trucs qui pouvaient limiter en fait la casse. Mais t'imagines à quel point c'est symbolique que tu passes le pas de la nuisette et de te sentir bien dans une nuisette. C'est les mots que tu as utilisés. C'était hyper symbolique en fait, ça, au final. Ah bah ouais. Ouais, bah je sais que je m'en rappelle très bien en fait de comment je me sentais avant. Alors je te dis pas que je vais la porter tous les jours. Hein. Mais bien sûr. Et alors, tu me disais tout à l'heure que les paillettes, ça brillait. Tu dirais que tu t'es interdit de briller pendant longtemps et que c'est plus le cas? Je suis encore mal à l'aise avec ce genre de truc à dire. En tout cas, et ça c'est un truc que j'ai cette image en tête. J'ai envie d'être cette petite fille dont je t'ai parlé au début. Genre, j'ai envie d'être cette fille qui était super excentrique en primaire, qui n'avait aucune limite, qui avait une confiance dans ses idées, dans tout ce qu'elle faisait, qui était très bien entourée. Et ouais, c'est ça. Ouais, donc oui, j'ai envie de... Je sais pas si c'est briller, mais en tout cas, j'ai envie d'être à nouveau cette fille vivante. Et je sais que je le suis, hein. Au final, tout ce que je suis en train de te dire, je sais que s'il y a des personnes de mon entourage qui l'écoutent, vont sûrement tomber de nu parce que, comme je te disais, j'ai gardé beaucoup de choses pour moi. Et je pense que j'ai été assez douée à garder tout pour moi parce que j'espère avoir toujours un sourire, j'espère être toujours vivante. Là, on parlait des habits, mais une autre tactique que j'avais pour pas prendre le regard sur... non, je prenais l'attention, mais c'était en faisant le plus de blagues possible, en étant excentrique d'une autre façon, que j'adore, hein, c'est moi aussi, hein, mais du coup prendre plus de place là-dessus que par mon physique. Oui. Ouais. Okay. Ça, c'est des petits stratagèmes que je maîtrise à 100% maintenant. Ok. Voilà.
Bon, je te souhaite d'être cette petite fille que tu as envie d'être. Merci. J'aimerais qu'on parle, Juliette, quand même, du travail que tu fais avec les femmes, que tu photographies, quand même, et de ton projet, 1/3. Oui. Tu nous en parles. Alors, comme je disais au début, c'est fou aussi. Je raconte ma vie aujourd'hui. T'es là pour ça. Mais dans ce truc un peu de limiter ou de ne pas aller sur ces thèmes-là, j'aurais jamais pensé que j'allais finir photographe, à photographier des femmes en semi-nu ou en nu, parce que c'était méga tabou pour moi, quoi, avant. Ou en tout cas, je me mettais ces limites sur plein de thèmes, quoi. Et au final, un peu au hasard, je me suis retrouvée à faire ça via un autre projet avant. J'ai toujours été très engagée, très à l'écoute. On m'appelait un peu l'assistante sociale avant. Et j'adore les gens. Enfin, j'aime les gens, j'aime les écouter, j'aime savoir les petits détails de leur vie. Peut-être comme toi, d'ailleurs. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des séances comme ça, je me sentais super vivante, en fait. Et un sentiment incroyable quand j'en sortais. Et en plus, avec le fait que les personnes étaient contentes, tout ça, je me suis mise dans les soins à l'image, du coup, ou mes séances empowerment. Je rebondis sur les séances empowerment que moi, j'ai eu le bonheur de tester et que je conseille à toutes vraiment et très sincèrement. Tu dirais que c'est un besoin de mettre en lumière le corps des femmes. Qu'est-ce qui t'a poussée à faire ça ? Comme je le disais, je suis un peu, ça m'est un peu tombé dessus. J'aurais jamais pensé faire ça. Et en fait, on en parlait l'année dernière, justement, le jour où tu m'as proposé ce podcast. Je te disais que j'avais encore ce sentiment, souvent, de montrer encore les femmes nues, quoi. Ou semi-nues, mais encore faire plus de photos de femmes nues, quoi. Et que ça me posait problème, ça me faisait même des fois mal au ventre et tout. Et je sais que du coup, bien sûr, tu avais eu des mots magnifiques là-dessus. Et le soir, en fait, j'ai réalisé, du coup, grâce à toi et merci, qu'en fait, j'avais besoin de faire ça, parce que par rapport à mon parcours, mais d'autres choses aussi, j'avais envie de me montrer le corps de la femme en douceur, pas sexualisé. Oui. Et j'avais besoin de donner de la douceur là où j'en avais pas eu, en fait. Et donc oui, je mets plus de photos de corps nus sur Instagram et dans les airs. Mais j'espère que je le fais différemment pour construire quelque chose de plus sain. Yodo. Merci. Juliette, est-ce que tu peux nous parler de 1/3 ? Oui, bien sûr. Alors, 1/3 est un documentaire photographique sur lequel je travaille depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je suis une trentaine de femmes dans le parcours post-traumatique après des agressions sexuelles. Et en mars, à partir du 9 mars jusqu'au 20 mars, je vais exposer 20 portraits de cette série photographique à l'espace Beau Repère, dans le 10e arrondissement. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment ce documentaire ? En fait, chaque femme a travaillé sur un symptôme post-traumatique ou une émotion en général qu'elles ont vécu après des agressions sexuelles. Oui. Donc, en fait, ce documentaire, ça me tenait vraiment à cœur que chaque femme s'exprime comme elle le souhaite, nous partage comme elle le ressent chaque jour, leur ressenti, leur parcours. S'il y a de la colère, il y a de la colère. S'il y a de la tristesse, il y a de la tristesse. S'il y a la rancœur, la culpabilité, j'avais envie... J'étais à la recherche, en fait, de tout ce qui se passait après, du tourbillon d'émotions et de dépression, en fait, qu'il y avait après. Du coup, elles ont témoigné à l'écrit, chacune, sur cette émotion, ce symptôme.
Et ensemble, on a traduit ce texte à l'écrit en une image photographique. Et pareil, en fait, moi j'étais vraiment là, je tenais l'appareil photo, mais j'avais envie que ce soit elle qui choisisse de la composition à ce qu'elle souhaitait mettre en valeur. Donc si c'était avec leur corps, si c'était avec un objet, avec la nature, ou comment. Moi, je les suivais plus sur l'aspect technique, on va dire. D'accord. Et là, jusqu'au choix final de la photo, c'était elle qui était maîtresse. Okay. C'était aussi un aspect important de ce documentaire qu'elle choisisse. Bien sûr. Qu'elles aient la possibilité de dire oui, non, parce que c'est bête, hein, c'est juste un projet artistique, mais pour moi, ça pouvait avoir une valeur dans leur parcours. Alors moi je crois que c'est pas bête du tout, que c'est magnifique, que tu leur rendes ce pouvoir en fait de dire oui ou non et de consentir. Donc je crois que c'est juste essentiel ce que tu fais. Merci. Et voilà, le projet arrive, il va naître, il va voir le jour dans quelques jours, du coup dans une semaine quand il va sortir le podcast. Et ben, c'est un espace à peu près de 200 mètres carrés où ben, du coup il y aura ces 20 portraits. Et j'ai oublié, mais c'est un triptyque en fait. Donc en plus du texte et en plus de cette image, il y a un portrait basique en fait de ces femmes, de face ou de dos si la personne ne veut pas être reconnue. Donc voilà, c'est un travail à trois éléments. Bon, super. Et en plus de cette exposition, j'avais envie d'utiliser cet espace que je vais avoir pendant 10 jours pour faire venir des associations, des intervenants, des professionnels qui travaillent chaque jour sur l'après-agression. Donc chaque soir des 10 jours, à peu près, en tout cas dans la semaine, il y aura des associations et des intervenants du coup qui vont parler en fait chacun soit de leurs associations, donc notamment les orchidées rouges, magnifique. Va venir pour parler en fait de leur travail sur les femmes qui ont été elles victimes d'excision. C'est pas un thème que j'aborde dans la série photographique qui se concentre vraiment sur la partie sexuelle, les agressions sexuelles. C'est une agression sexuelle, pardon, les excisions. Hein. Bien sûr. Mais voilà, j'avais aussi du coup envie de parler d'autres agressions sexuelles. Il va aussi avoir l'association Care France qui va parler de son travail sur les violences sexuelles au travail. Parce qu'il faut savoir que c'est la même statistique, une femme sur 3 en France a déjà vécu des violences sexuelles au travail. Manon, du compte Instagram Le Cunu. Ah, super. Oui, qui va aussi faire une rencontre, elle, sur l'accompagnement des victimes. Quand on est amis, quand on est une famille, comment on accompagne en fait une victime. Ah, c'est super. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a encore quelques belles rencontres et j'ai vraiment hâte de ça en fait. Ouais. Une sur 3, j'espère que ça va pas se terminer à Paris. Mon but, encore une fois, c'est de l'exposer au plus grand nombre, donc dans d'autres villes de France. Rien n'est fait encore, mais en tout cas, c'est vraiment mon objectif. Et de créer aussi d'autres rencontres, d'autres conférences pour sensibiliser, comme je le dis, le plus grand nombre à ce qui se passe après, comment accompagner les victimes, même juridiquement, comment être là. Et bien sûr, c'est aussi en fait pour que le plus dur quand on a été victime d'agression sexuelle, et je pense que ce podcast le fait savoir, c'est la solitude qu'on ressent. Et en fait, montrer à ces femmes qu'elles sont pas seules, qu'elles sont pas folles, qu'il y a une vie après les violences, une vie positive, qu'il y a une reconstruction, et que même si elles seront toujours avec nous, il y a de la lumière au bout du tunnel. Merci Juliette Merci pour à cet toi. espoir-là. Et bravo pour tout ce que tu fais. Je suis
très admirative. Merci Mathilde. J'ai une dernière question pour toi. Oui. S'habiller à sa juste valeur, ça veut dire quoi ? Je sais pas si je suis la mieux du coup pour répondre à ça. Bien sûr que Mais ouais, être bien dans ses habits en fait et porter. Je sais pas si du coup je le fais à fond ça encore, mais en tout cas porter ce qui te fait plaisir sans forcément prendre compte des regards des autres quoi. Juliette, je tenais à t'exprimer toute ma gratitude en mon nom et aussi au nom de toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont été victimes de violences ou pas. Merci de ton courage, merci de ta sincérité, voilà, de t'être livrée dans les détails aussi douloureux soient-ils. Je suis très émue et très fière que tu nous aies livré tout ça. Merci de m'avoir accueillie et d'avoir attendu le temps qu'il me fallait pour que je sois prête. Bien sûr. Ça a été plus simple que je pensais, même si c'est clairement quelque chose d'assez fort. Merci infiniment. Merci à toi, Juliette. Merci aussi à vous, chères auditrices, d'être restées jusqu'au bout. Aujourd'hui, je souhaitais à ma petite échelle et à ma manière mettre en lumière celle qui, de son talent de photographe, offre aux femmes un nouveau regard sur leur corps. Même s'il a été composé à 4 mains et avec la validation de Juliette à chaque étape, j'espère sincèrement ne pas avoir commis de maladresse à votre égard et avoir trouvé les mots justes. Parce que cet épisode, je le devais à toutes celles qui n'ont pas à porter la honte de leur bourreau, à celles qui ont le droit de porter et de montrer leur corps. Cet épisode, je le devais à une femme sur 3.